Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Philippe de Villiers. Cher Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Dans cette actualité extrêmement lourde, il y a une bonne nouvelle, une lumière qui nous avait manqué la semaine dernière. Il est là. Il est là, Geoffroy Lejeune. Ravi de vous retrouver. Et alors, il a oublié sa cravate. Vous lui avez dit en off. Oui. On avait dit de ne pas le dire en in. Oui. Mais vous voulez alors, peu de sourire. Alors, premièrement, je promets de mettre une cravate la semaine prochaine. Et deuxièmement, la semaine dernière, je peux le dire maintenant, j'étais retenu à Beauvau pour une interview de Gérald Darmanin. Donc c'était pour la bonne cause. Interview que vous pouvez relire moi, pour le journal. Je pose quand même une question. Ah. Est-ce qu'on vous a manqué ? Voilà. Ça m'a complètement cassé mon rythme. C'est que j'ai pas eu mon rituel du vendredi soir, donc j'ai été troublé toute la semaine. On a une question majeure cette semaine, Philippe de Villiers. Toute la question est de savoir si nous basculons dans un conflit civilisationnel, dans une guerre de civilisation. Si à travers la guerre au Proche-Orient se joue aussi un combat contre l'Occident, contre notre culture, notre histoire, nos mœurs. Je vais vous faire écouter, ça sera notre première séquence, 2 réactions politiques, qui sont peut-être les 2 réactions politiques les plus importantes cette semaine. Vous avez Recep Tayyip Erdogan et vous avez d'un autre côté Benjamin Netanyahou. La Turquie, rappelons-le, est membre de l'OTAN. Membre de l'OTAN depuis 1952. Écoutez bien ces 2 réactions et ensuite vous allez essayer de la décrypter. Le Hamas n'est pas un groupe terroriste. C'est un groupe de libérateurs et de moudjahidines qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens. C'est une épreuve pour l'Occident et la civilisation. Le Hamas est l'ennemi. Si le Hamas sort victorieux de ce conflit, nous perdrons tous. Tout le monde sera en danger. L'Europe, la civilisation même sera en danger. Philippe de Villiers, que vous inspire cette déclaration de Recep Tayyip Erdogan ? Il faut les prendre dans l'ordre inverse. D'abord, Netanyahou nous dit vos banlieues sont des barils de poudre. Et auparavant, Erdogan dit moi je suis fournisseur en chef de mèches longues. Donc il y a danger. Et en fait, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé samedi dernier. J'ai rencontré, ce fut pour moi une joie, pour la première fois, le grand écrivain algérien, francophone et francophile, Boualem Sansal. Et je l'ai bombardé de questions, dont la question suivante. Que pensez-vous du conflit de civilisation ? Et il m'a répondu, en mettant la main sur mon bras, Philippe, il n'y a pas de conflit de civilisation. Ce n'est pas la bonne terminologie. En effet, les islamistes considèrent qu'il n'y a de civilisation qu'islamique et qu'en face de la civilisation islamique, il y a l'ignorance, la barbarie, la mécréance et que les islamistes ont pour mission de conquérir, de convertir et de soumettre sur l'ordre d'Allah et de continuer cette conquête tant que la terre entière ne sera pas islamique. Alors en fait, la situation est la suivante. On parle de guerre de civilisation, mais sans oser la définir. Est-ce que je peux tenter de le faire un instant ? À partir de cette conversation que j'ai eue samedi et d'une conversation que j'ai eue avec Florence Bergeau-Blaclair hier. En fait, les frères musulmans qui mènent la danse, chez nous et à Gaza, la danse macabre, bien sûr. Les frères musulmans veulent imposer leur vision eschatologique du monde, de la société et de l'homme. Quand je dis l'homme, je pense également à la femme. À partir des 3 piliers, donc l'Oumma, la patrie universelle qui dévalue et qui disqualifie toute autre forme de patrie charnelle. Ensuite, la charia, la loi universelle supérieure à toutes les lois humaines qui ne pèsent d'aucun poids par rapport aux prophètes,
qui seul peut corriger les lois. Et enfin, le djihad, c'est-à-dire la conquête pour faire, je cite Florence Bergeau-Blaclair, une société charia compatible. En face des frères musulmans qui nous infiltrent avec une intelligence stratégique inouïe et un art de pratiquer la taqia, c'est-à-dire le mensonge, la dissimulation, que nous ne voyons pas dans notre grande candeur. Que nous ne voyons pas ou que nous ne voulons pas voir? Que nous ne voyons pas et que nous ne voulons pas voir. Vous avez raison de rectifier et de compléter. Parce que, en fait, chez nous, la conscience civique somnole, contrairement au peuple israélien. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement perdu l'idée d'être souverain, on a tellement perdu l'idée de l'unité territoriale, historique, affective de la France, que les jeunes générations ne voient plus le problème. Ils ne voient plus le problème d'une idéologie par rapport au réel. Ils sont dans d'autres affections. Et donc nous, en fait, c'est quoi notre civilisation? C'est une mémoire chérie, choyée, une mémoire commune qui plonge ses racines dans 2000 ans d'une terre de chrétienté, où on va chercher tous nos souvenirs. Ensuite, c'est un art de vivre qui puise dans les romans de chevalerie, les romans de courtoisie, l'oblation chrétienne et l'esprit critique. L'esprit universel, l'idée de la personne, l'Europe, le continent de la vie interrogée. Et puis enfin, la langue qui porte une littérature et qui porte un imaginaire. Alors il y a deux solutions dans ce choc, parce qu'il y a un choc. Ou bien on s'affaisse, ou bien on se reprend. Si on se reprend, on reprend nos forces, la France redevient la France. J'ai une question. Elle retrouve sa fierté. Je termine. Et, ou bien alors, on s'affaisse, on n'est pas capable d'un sursaut, et dans ce cas-là, on va tout droit à la partition. Et vous savez ce qui se passera, ce qui s'est déjà passé avec Henri IV. Il y aura un édit de Nantes, qui n'aura pas ce nom-là, mais qui reviendra au même. C'est-à-dire qu'en fait, on donnera des territoires, des places de sûreté, on disait à l'époque, on donnera des territoires à ceux avec lesquels on voudra faire la paix, quoi qu'il arrive. Moi, il y a une chose qui m'a frappé dans la déclaration de Erdogan, le président turc, c'est qu'en réalité, quelqu'un a eu la même déclaration en France, c'est Daniel Obono, qui a été interrogé sur le Hamas et qui a dit c'est un mouvement de résistance, un peu poussé dans ses retranchements, mais elle a fini par le dire, c'est quasiment les mêmes termes que le président turc. Ça fait 2 semaines que la plupart des responsables politiques, en tout cas ceux qui sont aux affaires, nous disent ici en France, attention, Emmanuel Macron a utilisé l'expression, il y a un risque que le conflit s'importe. Philippe, je pense savoir ce que vous en pensez. En réalité, selon vous, j'imagine, et votre vertu, c'est aussi de dire ce que tout le monde pense, mais n'ose pas dire, ce conflit, il est importé depuis très longtemps. Alors, j'ai 2 questions. Ma première question, c'est depuis quand ? Et ma deuxième question, quand vous voyez les manifestations pro-palestiniennes dans Paris où on dit Allahu Akbar et mort aux Juifs, ou cette vidéo qui a beaucoup tourné, vous savez, dans le 16e arrondissement, d'une dame qui s'adresse à quelqu'un qui soutient Israël avec 2 petits-enfants avec des drapeaux palestiniens et qu'elle dit à cette personne « vous n'êtes rien ici, vous n'êtes rien ici », ce conflit importé, est-ce qu'on ne l'a pas déjà perdu ? Les gens qui sont aujourd'hui pro-Hamas en France ne repartiront pas a priori, ils sont français comme vous et moi. Et deuxièmement, on n'a pas les armes morales pour faire ce que vous avez dit, le sursaut. Alors, si les Français n'ont pas la conscience civique du sursaut nécessaire, si on se laisse gagner, comme c'est le cas des universités, par le wokisme, oui, la bataille est perdue. Georges Bensoussan disait ce matin, en fait, ce n'est pas un conflit territorial, le conflit entre Israël et le Hamas. C'était un conflit territorial avant 1948. Maintenant, c'est un conflit idéologique et religieux. Ce conflit, il est arrivé chez nous. Il y a des gens qui veulent imposer leur civilisation. Nous, est-ce qu'on va être capable de défendre la nôtre ? C'est ça. Je ne peux pas répondre à votre question, sauf quand même que c'est souvent en 1944 que les Français se retrouvent. Vous savez, quand il y a eu ce que Jeanne d'Arc appelait les Français reniés,
les Français se sont levés autour d'elle et la victoire qui était inespérée est arrivée. Donc vous croyez au sursaut? Moi, je crois qu'il y a une providence française. Je pense qu'il y a un peuple français. Et je vais vous dire pourquoi je suis relativement optimiste, pour terminer ma réponse. Quand j'étais gosse, à 12 ans, j'ai lu un texte qu'on m'a mis sous le nez de Lénine qui disait « Donnez-moi 1000 hommes ». Ça, j'y crois dur comme fer. Je l'ai expérimenté. Donnez-moi 1000 hommes. En fait, ce sont les minorités qui font l'histoire. Et il y a une minorité de Français, de vrais réfractaires, qui ne laisseront pas faire. Revenons justement aux inquiétudes que vous pouviez avoir auparavant sur, par exemple, la Turquie. On est en 2005, il y a cette question pour ou contre la Constitution européenne, et il s'avère que la Turquie a participé en tant qu'observateur à cette Constitution. Et vous alertez, vous êtes sur le plateau de France Télévisions, il y a Michel Barnier, il y a François Bayrou, il y a Daniel Cohn-Bendit, et vous présentez un papier en disant « mais regardez, parce que si on vote oui en 2005, si vous votez oui, demain la Turquie entrera un peu plus dans l'Union européenne. Regardez cette séquence parce que vous êtes attaqué de toutes parts, et notamment par Daniel Cohn-Bendit. Attendez, je demande à la caméra de venir se poser sur l'acte final. Écoute, c'est une saloperie incroyable que tu es en train de faire. Ce n'est pas vrai. C'est une saloperie. C'est un protocole qui est mais non. C'est ignoble. C'est ignoble de faire ça aux téléspectateurs. Vous avez la composition des pays et vous avez la Turquie. La Turquie figure dans ce texte envoyé aux Français. Michel Barnier, est-ce que la Turquie ne figure pas dans ce texte? Philippe de Villiers, je trouve que ce que vous faites, parce que la question de la Turquie, ce que vous faites, allez, ferme-la maintenant, ça suffit. Alors ne vous énervez pas. Philippe de Villiers, moi je vais me mettre en rôle parce que des mensonges comme ça, j'ai jamais vu ça. Philippe de Villiers, Michel Barnier, vous répondez. Je vais prendre un pavé comme en 68. Oui, ça te ferait du bien, ça te ferait du bien, ça te rafraîchirait la tête. Derrière le brouhaha, derrière les invectives, les insultes, et parfois même les menaces de Cohn-Bendit, il y a une question de fond. C'est-à-dire qu'en 2005, vous dites attention avec la Turquie. Et vous êtes entendu en quelque sorte par les Français qui répondent non à la Constitution, mais pas que pour ça. Mais en revanche, dans les médias, les responsables politiques, vous êtes ostracisés. Oui, mais j'avais débusqué, à l'époque avec Christophe Baudouin et Guillaume Pelletier, mes collaborateurs émérites, j'avais débusqué un truc incroyable. Juppé avait envoyé à tous les Français les 200 pages du traité constitutionnel. Et j'avais débusqué une signature à la fin d'un membre observateur qui était un pied dedans et qui était Erdogan. Et donc, en fait, je brandis le fameux envoi à tous les Français et je dis, voilà, il a un pied dedans, il a signé, il a paraphé. Donc en fait, la Turquie a vocation à rentrer. Elle était déjà en situation de pré-adhérent. Et là, ils hurlent tous, c'est faux, c'est un mensonge, etc. Mais après, il y en a un qui m'a appelé. C'est Nicolas Sarkozy qui m'a dit, t'as raison, il faut empêcher ça. Alors que Jacques Chirac m'avait reçu, il m'avait dit, écoutez Philippe, les racines musulmanes, les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes. Jacques Chirac, vous avez dit? Oui, Jacques Chirac. Donc en fait, pour lui, c'était pas un problème, quoi. Tout le monde s'en foutait. La Turquie, il y avait Attali, Toubon et tous les autres qui disaient « Attention, il ne faut pas que l'Europe demeure un club chrétien ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Très bien, mais moi, je vais me faire l'avocat du diable, ce n'est pas du tout ce que je pense, mais si vos opposants de l'époque étaient ici ce soir, ils vous diraient qu'en empêchant la Turquie de rentrer dans l'Union européenne, ce qui a été le cas, parce qu'en effet, Nicolas Sarkozy était d'accord avec vous, on a peut-être laissé la Turquie se réarrimer à son continent naturel et à l'islam, et qu'on a fait d'Erdogan un dictateur islamiste, alors qu'à un moment donné, il a pu être tenté peut-être par la modernité. Moi, j'y crois pas une seconde, mais il vous dirait ça. Et il vous dirait aussi que maintenant, il tient le verrou de la frontière avec des migrants qui s'entassent chez lui, et à tout moment, il peut décider de les envoyer en Europe et d'ouvrir les vannes. Oui. Non, mais voilà, qu'est-ce que vous répondriez s'ils étaient là et qu'ils disaient ça? L'avocat du mauvais diable. Mais non, mais parce que, non, mais répondez, c'est une bonne. Pour le coup, c'est une bonne. Soyons Philippe. Bonne analyse. De fait, Erdogan tient quand même les portes d'un million. Oui, alors Erdogan, donc il est dans la.
c'est un frère musulman. Il n'a jamais été sincèrement attiré par l'Occident, c'est ça que vous voulez dire? Alors, Erdogan il était tout doux, tout gentil à l'époque où il voulait rentrer dans l'Union européenne, mais c'est un frère musulman. Et il y a encore pas longtemps, il a dit aux Turcs qui sont en France, ne vous laissez pas assimiler, c'est un crime. L'assimilation est un crime. Et donc, en fait, c'est comme si vous me disiez, vous devriez faire rentrer le Hamas en France, parce que comme ça, on pourrait le mater plus facilement et il pourrait s'adoucir. Et donc, en fait, moi, mon expérience et l'expérience qu'on peut tirer de la grande histoire, c'est que quand vous mettez des islamistes chez vous, ils prennent le balai et ils vous poussent dehors à coups de balai. Une dernière réaction sur la question civilisationnelle. Vous avez dit, je crois au sursaut français. Et je vais vous demander si vous croyez en Emmanuel Macron pour impulser ce sursaut français. Il ne réagit pas cet après-midi directement sur cette question, est-ce qu'il y a une guerre de civilisation ? Mais à travers cette déclaration, on peut interpréter sa déclaration, son explication, ses mots, en se disant, il parle justement de ce conflit civilisationnel entre différentes communautés. Écoutez. Nous sommes le pays d'Europe qui a la plus grande communauté juive. Nous sommes le pays d'Europe qui a les plus grandes communautés arabo-musulmanes aussi. Et donc, si nous importons le conflit et si on laisse en quelque sorte les voix extrêmes, avec tous les raccourcis, porter le débat public, nous nous diviserons inutilement. Donc moi, je suis pour qu'il y ait des discussions. D'ailleurs, vous avez un rôle éminent à jouer dans ce thème et je vous remercie de le faire, pour informer, éclairer le débat, montrer qu'il est toute sa complexité. Et on le voit dans les commentaires qu'on peut faire ou ce qu'on essaie de bâtir utilement. Mais je pense qu'il est essentiel pour nous que nous préservions notre unité. C'est un raccourci de parler de guerre de civilisation. C'est intéressant parce que vous savez à quoi il me fait penser ? Non. Quand j'étais à Sciences Po, on nous vantait le Liban comme une société multiculturelle. On disait la terre de miel et d'encens. Et un jour, j'ai fait la connaissance du général Aoun. Il m'a dit, vous savez, on est perdu. Il a été obligé de faire une alliance avec le Hezbollah. Voilà. Quand vous installez chez vous des communautés qui ont un fort caractère et une grande histoire, il y a évidemment le grand danger de la libanisation. Et en fait, le Liban, qui était un exemple de société multiculturelle, est aujourd'hui en train de se traîner et peut-être même de disparaître. Bon. Et donc, partout dans le monde où il y avait des chrétiens d'Orient, à chaque fois qu'on a voulu faire joujou moumoute avec l'islam rigoriste, on a perdu. Voilà. Et donc, en réalité, l'islam rigoriste respecte les forts, respecte les États forts, respecte les peuples forts. Et si les islamistes sentent que nous sommes faibles, que nous n'osons plus défendre notre patrimoine vital, que nous sommes manipulés par le wokisme et que nous perdons complètement la fierté de notre identité, alors ils avanceront. Alors ils avancent, puisqu'on voit bien déjà que quand le président de la République part en Israël, il est lesté par les arrière-pensées qu'il laisse dans les banlieues et il se dit, attention au mot de trop qui peut embraser mes banlieues. On a l'impression, quand on entend Emmanuel Macron ne pas parler de choc de guerre de civilisation, de voir un disciple de Fukuyama, qui était l'auteur de La fin de l'histoire, commenter le choc de civilisation, qui était le livre de Huntington. Est-ce que vous ne croyez pas, vous qui avez passé votre vie plutôt un adepte de Huntington, et vous croyez à la guerre de civilisation, vous croyez aux civilisations en fait, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à force d'être dirigé par des gens qui n'y croient pas, on prend beaucoup de retard, on met beaucoup plus de temps à analyser les phénomènes, et finalement on s'affaiblit par rapport à ce genre de menaces qui ressurgissent quand même régulièrement? J'ai eu des conversations avec Emmanuel Macron. J'avais toujours une impression bizarre, c'est-à-dire que je lui ai dit, pourquoi vous avez dit qu'il n'y a pas de culture française ? Et en fait, c'est Fukuyama. De toute façon, le marché est pourvoira. C'est ça, Fukuyama. C'est dit, on va passer à l'économie, il n'y aura plus de politique, il n'y aura plus d'histoire, il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de débat d'idées.
Et Huntington dit le contraire. Il dit non, on va vers une guerre de civilisation. Croyez-moi, les religions vont se réveiller, etc. C'est ça, ce que vous dites. Et Emmanuel Macron, il y a plusieurs phrases de lui qu'il répète de temps en temps. Par exemple, il dit « La France a toujours été une terre d'immigration ». Il le croit vraiment, mais c'est faux. C'est faux. Je ne sais pas si on a le temps là d'en parler, mais je voudrais, moi, expliquer aux Français qui nous regardent. La France a toujours été, dans son histoire, une terre d'émigration. Les seuls migrants dans tout l'Ancien Régime, c'était des princes et des filles à marier. Anne d'Autriche, etc. Et Blanche de Castille. Mais sinon, il y avait des Français qui partaient, qui étaient des cerveaux, qui partaient, qui étaient attirés en Allemagne, par exemple, au moment des protestants, de la Réforme, etc. Mais on était une terre d'émigration. On a commencé à être une terre d'immigration à la fin du XIXe siècle. Et cette immigration, elle était une immigration européenne, une immigration chrétienne, en fait, avec les Portugais, les Polonais, les Italiens. Et quand j'étais à Sciences Po, j'avais un prof qui s'appelait Pierre Milza et qui disait, sur 3 millions d'Italiens qui sont arrivés en France, 2 millions sont repartis parce qu'ils n'ont pas pu s'assimiler. Donc même les Italiens avaient du mal à s'assimiler alors que c'est la même culture et la même religion, c'est la latinité. Et puis est arrivé 1974, Giscard Chirac, le regroupement familial. Et là, tout a basculé puisqu'on est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Et là, on a changé de peuplement. C'est un peuplement qui arrivait du Sud. Et donc, on a importé chez nous une autre civilisation. Et on a pensé vraiment, ils ont pensé vraiment que l'immigration était une chance pour la France. Donc, ils sont gravement coupables. Avant la publicité, très rapidement, on va regarder une image, puisqu'on parlait de Daniel Obono précédemment, qui parle du Hamas comme d'un groupe de résistance. Parlons de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que la semaine dernière, il y avait une grande manifestation pro-palestinienne avec énormément de drapeaux palestiniens. Et il y a eu ce tweet qui a fait scandale de Jean-Luc Mélenchon. Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Voici la France ». Voici sa France, donc, avec aucun drapeau français à cette manifestation, que des drapeaux palestiniens. Et on va mettre cette photo en parallèle avec ce qui s'est passé, regardez, le 18 mars 2012. Alors certes, il y a des drapeaux rouges, mais on est quelques jours avant le premier tour de la présidentielle. C'est le discours de Jean-Luc Mélenchon qui va être candidat place de la Bastille avec 100 000 personnes, un public très cosmopolite, des drapeaux français, une ode à la souveraineté française et une ode à la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé pour avoir la France de Jean-Luc Mélenchon de 2012 à la France de Jean-Luc Mélenchon de octobre 2023 ? Alors, il faut faire un petit travail d'archéologie dans sa psychologie. C'est facile pour un ancien qui regarde les autres anciens. Un ancien, la tendance qu'il a, c'est d'aller chercher dans son enfance ses dernières joies, ses derniers bonheurs. Le bonheur, ce sont les souvenirs d'enfance, disait Saint-Aignan. Et là, en l'occurrence, il va chercher son lambertisme. Lambert, c'était un grand révolutionnaire trotskiste. Et en fait, il est malin parce qu'il a deux fers au feu. Il promène dans l'air du temps deux projections imaginaires, Mélenchon. La première projection imaginaire, c'est la créolisation des urnes. En se disant, avec le vote des banlieues, le vote musulman, auquel s'agrégeront les wokistes des universités et les derniers bourgeois déçus du macroniste, mais mondialistes, on peut faire une majorité. Et la deuxième projection imaginaire, c'est l'apocalypse insurrectionnelle, le retour à Robespierre. Je pense que la phrase qui est en lui, elle est de Robespierre. Lorsque j'ai vu à quel point l'humanité était dégradée, je suis arrivé à la résolution qu'il fallait un recommencement absolu de l'humanité. C'est la table rase, c'est Mélenchon. La publicité, on revient dans un instant. On a énormément de thèmes après la publicité à traiter tous les trois. À tout de suite. 19h30 sur CNews, la suite de Face à Philippe Devilliers, toujours avec Philippe Devilliers bien sûr et Geoffroy Lejeune également. Parlons des manifestations. Demain, une nouvelle manifestation interdite pour le moment
par le préfet de police de Paris. Il y a eu un recours administratif qui a été engagé. Les associations ont d'ores et déjà saisi le tribunal. Il devait être examiné à 16h, ce recours. Pour l'instant, on n'a pas l'information si oui ou non cette manifestation sera suspendue ou s'il y aura une levée de la suspension. Quelle qu'en soit la finalité, Philippe de Villiers, est-ce qu'il fallait interdire cette manifestation une nouvelle fois? Oui. Pourquoi? Le préfet Nunez a eu raison et il a été courageux. D'une part parce que c'est une manifestation ambulatoire avec un grand danger puisque c'est pas du tout comme quelque chose de statique. Enfin, j'ai un peu l'expérience en tant qu'ancien sous-préfet. C'est beaucoup plus dangereux et surtout pour des raisons qui tiennent aux principes. On sait très bien qu'il y aura Allah Akbar. On sait très bien qu'il y aura des cris insupportables. On n'oublie pas qu'il y a des Français otages, qu'il y a des Français morts, et qu'il y a un pays qui a subi des pogroms, un pays ami de la France. Et donc c'est le moment d'affirmer. Et c'est très important pour ce qu'on appelle maintenant d'un terme nouveau la rue arabe. Très important que l'État affirme sa souveraineté, son autorité et sa fermeté. Avançons également. Ce que je vous propose, c'est qu'on réagisse à la déclaration d'Emmanuel Macron cet après-midi. Et qui revient, il répond à Viktor Orban. Viktor Orban, donc sommet européen à Bruxelles, je recontextualise. Voilà ce qu'a dit hier Viktor Orban. J'espère vraiment que de plus en plus de personnes ici à Bruxelles verront qu'il y a un lien très clair entre les actes terroristes et l'immigration. Ceux qui soutiennent l'immigration soutiennent également le terrorisme. Cet après-midi, Emmanuel Macron est interpellé par une journaliste. Et on a gardé la question de la journaliste parce qu'il y a un climat évidemment dans la question, mais également dans la réponse. Et par ailleurs, Viktor Orban a déclaré que ceux qui soutiennent l'immigration soutiennent le terrorisme. On se doute que vous ne pensez pas cela, évidemment. Mais quel lien vous faites entre l'immigration et le terrorisme? Merci. Sur le lien ensuite entre l'immigration et le terrorisme, je me garderai bien d'avoir des propos qui font ainsi du raccourci. Mais nous avons une coopération très étroite au sein de Schengen pour lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas de lien existentiel, mais vous avez des femmes et des hommes qui ont des projets terroristes, qui peuvent être amenés à conduire des actes terroristes, qui rentrent par les voies migratoires. C'est vrai. Et donc il faut être ni dans la simplification, ni dans le déni, comme souvent sur ce sujet. Bon, il refuse les raccourcis et en même temps, il nous explique qu'il y a un lien existentiel entre le terrorisme et l'immigration. Traduction. Alors, je vais être simpliste. En Hongrie, Orban, en Hongrie, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de terrorisme. En France, il y a de l'immigration, il y a du terrorisme. Conclusion du syllogisme, cherchez l'erreur. Il est évident que Emmanuel Macron ne peut pas dire autre chose puisqu'il se prépare à faire voter une loi qui va régulariser les clandestins et donc constituer un appel d'air pour une nouvelle migration de masse en France. Donc ces gens-là, les gens qui nous gouvernent, sont sincèrement persuadés que l'immigration est une chance pour la France. Donc il ne va pas nous dire que le terrorisme est lié à l'immigration. Mais rappelons-nous, Samuel Paty, Dominique Bernard, ce sont des gens venus d'ailleurs, et le Bataclan, etc. Donc, c'est pas sérieux. C'est une logorée de principes qui ignorent le réel. Je vais vous citer, Philippe, parce qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, sur ce plateau, vous nous avez fait le syllogisme suivant. L'immigration est le terreau de l'islam, l'islam est le terreau de l'islamisme, l'islamisme est le terreau du terrorisme. Syllogisme avec lequel moi je suis parfaitement d'accord. Ce qui est intéressant et un peu pervers dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que il ne parle que de terroristes qui pourraient se glisser dans les flots de migrants. Ça, c'était le cas, par exemple, du Bataclan ou de Nice. Il y a eu 2 attentats à Nice, c'était le cas les 2 fois. Mais par exemple, Charlie Hebdo, dans le logiciel d'Emmanuel Macron, les frères Kouachi, qui étaient français et qui avaient été élevés en France, qui étaient nés en France, là, pour le coup, il appelle plus ça de l'immigration. C'est quoi, selon vous, la tentative de banalisation qu'il essaye de faire? Sur les émeutiers, par exemple, il nous a expliqué. Exactement, ouais. Voilà, il nous a expliqué que c'était Kevin. Matteo. Voilà.
C'était le ministre de l'Intérieur qui a dit ça. Et en fait, quand il y a eu une enquête de la préfecture de police, on a découvert que c'était des Français, de papier, des Français d'origine, qui venaient de l'immigration. Donc en réalité, l'immigration ne produit pas l'assimilation. S'il y avait... parce qu'il y a le nombre, voilà, c'est tout. Le nombre. On avance un petit peu. Dans un instant, on reviendra sur la guerre des images. Mais avant cela, je voulais vous montrer ce déplacement d'Emmanuel Macron en 4 images, puisque Emmanuel Macron est allé au Proche-Orient. Il s'y est rendu pendant 48 heures, d'abord en Israël, puis en Cisjordanie. Il a été ensuite reçu par le roi Abdallah II, et enfin au Caire. L'objectif, c'était éteindre en quelque sorte l'incendie qui était en train de se propager dans la région, espérer une trêve humanitaire, et il a rappelé cette volonté d'une trêve humanitaire cet après-midi, tout en considérant qu'Israël a bien évidemment le droit de répondre après une attaque terroriste aussi sanglante qu'inédite, perpétrée par le Hamas. Mais cet après-midi, il a rappelé cette volonté d'une trêve humanitaire. Et les images que je vais vous montrer en direct, malheureusement, lui donnent tort. C'est-à-dire qu'il n'a pas été entendu. Je vous donne, c'est des images en direct depuis Gaza. Les frappes ont augmenté. L'armée israélienne va d'ailleurs étendre ses opérations terrestres ce soir à Gaza. Et on apprend également il y a quelques instants qu'Israël a augmenté ses frappes à Gaza d'une manière très significative. Et je cite l'armée israélienne. Quel regard vous portez sur ça? Est-ce que finalement on se dit tout ça pour ça? Il faut se mettre à la place d'Israël. Sinon, on ne comprend rien. Israël a subi un pogrom. La Shoah bis plus Oradour. La Shoah par balle plus Oradour. Et donc, face au terrorisme, on réplique. Si on ne réplique pas, on est mort. Et donc, en fait, Israël a pris son temps, sans doute pour essayer de choisir les frappes, pour bombarder les centres de commandement du Hamas. La France, amie et alliée d'Israël, soutient cette action. C'est le message que le président de la République est allé porter à Tel Aviv. Et je pense que là-dessus, pour le coup, il faut l'unité de la France. Tant pis pour ceux qui veulent mettre sur le même plan, d'une manière scandaleuse, si vous me passez l'expression, Hitler et Churchill. Parce que Churchill, il a bombardé aussi. Il a bombardé l'Allemagne, Dresde. Et Hitler a fait des atrocités. Personne, il ne viendra à l'idée de personne de mettre sur le même plan Churchill et Hitler. J'ai l'impression que vous faites référence à un certain Aymeric Caron qui cet après-midi, cette semaine, a mis sur le même plan les massacres du Hamas et les massacres de l'armée israélienne. Parlons justement de la guerre des images. On a appris cette semaine que les terroristes du Hamas avaient le 7 octobre dernier utilisé les mêmes codes en quelque sorte que les terroristes de Daesh, et certains ont filmé leurs exactions. Ils avaient une GoPro et puis ils ont diffusé ces images que vous pouvez retrouver à l'antenne. Pourquoi les terroristes du Hamas ont filmé et diffusé, Philippe de Villiers? À mon avis, il y a un enchaînement, un engrenage stratégique. J'examine à froid ce qu'ils ont voulu faire. Première opération, montrer au monde que le peuple israélien, l'État d'Israël, la frontière d'Israël ne sont pas invincibles. Montrer au monde, et notamment à la rue arabe dans le monde entier, que la frontière, l'État, le peuple, qu'on disait invincibles, sont défaillants. Et donc, faire irruption sur la scène mondiale, alors qu'on ne parlait plus du Hamas. Et derrière, il y a une deuxième opération, c'est la surréaction d'Israël, à laquelle on assiste. Pour pouvoir dire ensuite, avec tous les relais, y compris les islamo-gauchistes en France, la victimisation. C'est-à-dire, en fait,
on ruine la réputation d'Israël, dans un premier temps, puissance invincible. Non, elle ne l'est pas, elle ne l'est plus. Et ensuite, dans un deuxième temps, se victimise. La victimisation aux yeux du monde en disant « Regardez ce qui nous arrive, nous aussi, on a nos bébés décapités. » Voilà. En d'autres termes, Israël est faible, Israël est cruel. Voilà la logique de la guerre des images de leur côté. Alors maintenant, il y a en face Tsahal. Ils ont répliqué. Pourquoi ? Parce que pour Tsahal, il est essentiel de dire au monde « Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un pogrom et des bombardements. » La victime devient bourreau et le bourreau devient donc la victime. Je vais essayer de faire le lien entre ce que vous avez dit au début de l'émission et maintenant, puisque vous avez décrit une guerre de civilisation qui en fait oppose l'islamisme globalement, où qu'il soit, à nos valeurs, à notre civilisation. Et là aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'Israël doit détruire le Hamas, cibler le plus possible le Hamas, et personne ne les défend, en tout cas ils ne sont pas très nombreux. Mais j'ai une question à vous poser. Si Israël détruit le Hamas, si Tsahal détruit le Hamas, est-ce que finalement le problème ne restera pas entier, même si évidemment c'est une très bonne chose, mais ne restera pas entier parce que finalement les manifestations d'islamisme, du terrorisme, elles sont nombreuses. Il y a l'État islamique par exemple, pour citer l'histoire récente, il y en a d'autres dans d'autres zones du monde. Est-ce que finalement le conflit ne restera pas le même avec d'autres acteurs ? Alors ma réponse est simple. Israël, aux yeux de l'islamisme conquérant, c'est la pointe avancée de l'Occident. Et donc, si Israël meurt, Israël joue sa survie. Si Israël meurt, c'est l'Occident qui est atteint mortellement. Parce qu'à travers Israël, ce que dit très bien William Goldnadel, c'est l'homme blanc occidental qui est... regardez Mathilde Panot, par exemple, elle dit l'État colonial. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Elle veut dire, nous, la France, on l'a décolonisé, l'Europe, on l'a décolonisé, Israël est encore un État colonial. C'est-à-dire tant qu'Israël existera, c'est un État colonial. Et donc, c'est une guerre à mort et pour la survie d'Israël. Alors après, une fois que le Hamas sera détruit, il restera un problème à résoudre. C'est le problème des Palestiniens, qui ne sont pas tous, qui sont des victimes du Hamas, et qui pourront survivre. Il faudra trouver une autorité, qui ne sera certainement pas Mahmoud Abbas, parce que c'est un vieillard kakoshim et qui n'a plus aucun crédit. Mais il faudra trouver une autorité, il faudra une organisation qui permette aux Palestiniens de vivre, de survivre. Ça, c'est la diplomatie française depuis toujours, 2 États. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il ne faut pas mélanger les opérations stratégiques. Il faut d'abord éliminer le Hamas, c'est-à-dire éliminer des terroristes qui, dans leur charte, ont prévu d'éradiquer Israël, pointe diamantée de l'Occident tout entier. Vu qu'on a parlé dans la première partie de Jean-Luc Mélenchon et de son évolution idéologique, je voulais vous faire... vous donner et retranscrire le message de Jean-Luc Mélenchon à l'instant sur les réseaux sociaux. Un massacre de masse est en cours à Gaza et les puissances refusent d'imposer le cessez-le-feu. Ce moment de l'histoire est la honte à jamais pour les criminels qui le commettent, pour ceux qui les soutiennent inconditionnellement, pour ceux qui le laissent faire et pour ceux qui ont peur de protester. Je constate qu'après cette augmentation, intensification des frappes à Gaza, Jean-Luc Mélenchon réagit quelques minutes après l'information qui est diffusée, qu'il avait pris plusieurs heures avant de réagir après l'attaque terroriste le 7 octobre dernier sur le sol israélien et qu'il n'avait pas qualifié cette attaque d'attaque terroriste. Et le communiqué à l'époque avait été rédigé par Daniel Obono. Restons sur nos thématiques, mais c'est lié toujours à la situation en Israël. Je vous ai posé la question pourquoi les terroristes aujourd'hui diffusent, relaient ces images et pourquoi l'armée israélienne, par exemple, a retransmis les images, a donné les images, selon vous, aux journalistes du monde entier. Vous savez, cette semaine, il y a eu cette conférence avec une centaine de journalistes du monde entier. 45 minutes d'images absolument atroces. Ce sont les témoignages, évidemment, des journalistes qui ont pu la voir. Pourquoi ils ont fait ça ? À mon avis, pour prévenir justement le mélenchonisme. Pour prévenir la période que nous allons vivre, dans laquelle on va dire, les médias mainstream vont dire, regardez, c'est effrayant ce que fait Israël.
Voilà. Et donc, c'est une piqûre de rappel, si l'on peut dire. Pardon, le terme est impropre. Mais Tsahal a eu raison de montrer la réalité. Parce que sinon, la société de connivence, elle vous dira très vite, mais tout ça, c'est des inventions, en tout cas des exagérations. Et concernant les médias, vous avez vu, on en avait parlé la semaine dernière, Philippe de Villiers, de cette frappe sur le parking de l'hôpital à Gaza. Le Hamas avait très rapidement expliqué qu'il y avait une frappe israélienne sur l'hôpital faisant plus de 500 victimes. Les médias s'étaient emparés de cette information en relayant d'ailleurs le communiqué du Hamas. Finalement, la réalité est bien plus complexe et d'ailleurs on prend toutes les précautions possibles. Le Monde, ça a présenté ses excuses cette semaine. C'est la première fois que je vois Le Monde demander pardon. Cette alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. Donc il faut accepter le pardon. Le Monde tend la main, on la prend. Et on leur dit, c'est bien, vous êtes les bourgeois de Calais, la tête tonsurée, robe de bure, vous nous donnez les clés, vous dites on s'est trompé. Ça c'est magnifique, quand la gauche se trompe et qu'elle le reconnaît. En fait, moi je me souviens quand j'étais étudiant de la société de connivence qui se réunissait au Deux Magots à siroter le café chaud. Et c'était l'époque où il disait « il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». En d'autres termes, l'idéologie doit être privilégiée par rapport au réel, par rapport aux faits. Là, il y a une petite incursion du réel dans l'idéologie. Souhaitons que ce soit un avaloir. Il nous reste encore quelques minutes, 3 minutes très précisément, Philippe. C'est cette intensification des frappes, je le dis aux téléspectateurs, donc dans la bande de Gaza, on a vu ce qui a pu se passer au moment de l'attaque terroriste et des réponses israéliennes, puisque cette menace, après, s'est importée sur notre territoire avec des alertes à la bombe, avec cette attaque terroriste à Arras. L'inquiétude, c'est que si intensification il y a en Israël, intensification il pourrait y avoir en France. Certaines personnes qui avaient alerté à la bombe, ces fausses alertes à la bombe, ont été condamnées, notamment une personne qui a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis. Alors on ne va pas passer sa déclaration parce qu'on manque de temps, mais c'était une fausse alerte à la bombe concernant le château de Versailles. Et je rappelle quand même que vous avez écrit un livre sur Louis XIV, que vous parlez évidemment de Louis XIV, mais aussi du château de Versailles, de ses jardins, et vous vouliez faire un lien entre les deux. Les actualités. Versailles, c'est la vitrine de la France. Versailles, c'est la France pour le monde entier. Mais il y a un lien que je ferai, ce sont les jardins de Versailles. Un lien paradoxal. Pour dire à quel point le régalien est capital. La souveraineté, c'est ce qui commande tout. Le nôtre est avec Louis XIV. Vous allez voir, vous ne me voyez pas arriver, mais je vais bientôt... Ah si, non, allez-y, Philippe. C'est qu'on me parle, donc, vous savez... donc le nôtre est jardinier, Louis XIV n'est pas jardinier. Oui. Bon, mais il y a un chef d'État qui parle avec un jardinier. Et qu'est-ce que Louis XIV lui dit ? Faites-moi un jardin régalien. Et le nôtre dit, je ne sais pas ce que c'est qu'un jardin régalien. Et Louis XIV lui dit, l'ordre et la justice. L'ordre, le sceptre, la justice, la main de justice. Et le nôtre dit, je ne sais pas comment on dresse les fleurs pour l'ordre et la justice. Et Louis XIV, qui n'est pas jardinier, lui dit, le nôtre, l'ordre en esthétique, c'est la symétrie. La justice en esthétique, c'est la perspective. En d'autres termes, pour le roi Soleil, pour un vrai chef d'État, tout se ramène à ce diptyque, l'ordre et la justice. Et vous trouvez qu'on n'est donc pas suffisamment ferme à l'égard de ces gens aujourd'hui qui peuvent menacer Quand il y a l'injustice, c'est-à-dire une justice faible, il y a le désordre. Les images qui nous parviennent en direct de la bande de Gaza et ces roquettes qui traversent la bande de Gaza, ces roquettes qui sont envoyées depuis... alors, difficile de savoir si ce sont les Palestiniens vers Israël ou inversement. D'ailleurs, je vais éviter de commenter les images en direct d'une guerre sans véritablement savoir ce qui peut se passer. On devait parler du Tour de France et avoir une actualité un peu plus joyeuse, Philippe. Le Tour de France, oui, le
le parcours du Tour de France a été dévoilé cette semaine. Exactement. Le Tour de France 2024 partira d'Italie à Florence, une étape inédite pour une arrivée aussi inédite, puisque l'arrivée du Tour ne sera pas sur les Champs-Élysées, mais à Nice. C'est la première fois en 111 éditions donc que l'arrivée ne se fera pas sur la plus belle avenue du monde. Même si des belles avenues en Vendée, il doit y en avoir, cher Philippe. Je me permets de vous corriger parce que c'est plus récent. L'arrivée à Paris était plus récente, me semble-t-il. Mais c'est pas grave. Ah, bah écoutez, on va voir. Oui. Au-delà de ça, le Tour de France, vous avez une histoire particulière avec le Tour de France, Philippe de Villiers. Oui. En fait, quand j'étais enfant, j'avais 3 rêves. Le premier rêve, c'était le Puy du Fou. Faire un hymne pour une enfance heureuse, je l'ai fait. Mon deuxième rêve, c'était d'aller voir le Tour de France. Le Tour de France, c'est le moyen ultime qu'on a de retenir l'enfance. Et le troisième rêve, c'était de faire venir le Tour de France au Puy du Fou. Et je l'ai fait en 1993. Et j'aime le Tour de France. J'étais un admirateur d'Anctil et de Poulidor. J'ai participé à la grande bagarre du Puy-de-Dôme en 1964 entre Anctil et Poulidor. Vous n'êtes pas dans un camp alors ? Comment ? Vous n'avez pas choisi entre les deux ? J'étais anctiliste. Anctiliste. Merci beaucoup Philippe de Villiers. Moi, ce que je vous propose, parce que là, l'émission s'achève, c'est que la semaine prochaine, on voit cette séquence du Puy du Fou qui accueille en 1993 le Tour de France. L'actualité nous impose d'accélérer aujourd'hui. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour l'heure des pros et on sera avec notre envoyé spécial depuis Israël. À tout de suite.